Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser des questions très simples. D'abord, l'aide publique au développement, la solidarité sont très contestées. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'aide publique au développement, ça marche? Est-ce qu'il y a des résultats? Quelles leçons on peut tirer des 20 ou 30 dernières années sur les impacts de l'aide publique au développement? Oui, effectivement, elle est très clairement en débat, dans un contexte où il y a de fortes diminutions, aux États-Unis, mais aussi en Europe et même en France. Des contextes de restrictions budgétaires où, la question se pose de plus en plus: «Est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation de l'argent public?» Je pense ce qu'il faut d'abord dire, c'est que, au cours des 30 dernières années, il y a eu une énorme amélioration des circonstances, de la vie des personnes les plus pauvres du monde, avec une réduction de la pauvreté extrême, à la fois en termes de pourcentage et en termes de nombre de gens qui vivent avec moins de 1 $, 2 $ ou 3 $ par jour et par personne. Et aussi, une amélioration de beaucoup d'indicateurs de santé, comme par exemple, la mortalité infantile ou maternelle, ou d'éducation, comme par exemple la participation des enfants et des filles en particulier à l'éducation. On voit aussi des réductions de maladies comme le paludisme, et même les morts du VIH/sida. Alors évidemment, tout ça n'est pas dû, exclusivement, à l'aide. Il faut d'abord, en donner le crédit, aux hommes et aux femmes, qui vont mener, les politiques, publiques dans ces pays, à bas et moyens revenus, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Mais il y a aussi un rôle important, que, la coopération internationale a joué, à la fois bilatérale et multilatérale. D'une part en venant au secours, de pays dans des circonstances de crise, comme des tremblements de terre, des catastrophes climatiques et cetera. Mais aussi en exerçant une influence sur le type de politique, suivie, et en particulier en permettant, disons, la diffusion, des politiques publiques trouvées, efficaces dans un pays, qui ont pu être adoptées, dans d'autres. Et enfin, en coordonnant, en assurant la coordination de, heu, des objectifs via, en particulier, les objectifs du millénaire et les objectifs de développement durable qui leur ont succédé. Donc, on a observé des résultats à l'échelle des pays, à la fois en matière de santé, hein, vous l'avez rappelé, diminution rapide, par exemple, de la mortalité infantile et maternelle. Peut-être on pourrait parler d'autres secteurs, d'autres exemples, et c'est notamment pour atteindre des impacts importants et innover que vous avez accepté de présider le Fonds d'innovation pour le développement, qui finance des innovations, mais également en mesure les résultats dans différents pays et différents secteurs. Est-ce que peut-être on pourrait creuser un petit peu et voir comment à l'échelle plus microéconomique, cette fois-ci à l'échelle de projets ou de politiques publiques dans un pays, on peut suivre et obtenir des résultats. Est-ce que vous pourriez par exemple nous évoquer quelques exemples récents issus du portefeuille du Fonds d'innovation pour le développement que vous présidez? Ou bien sûr, un des rôles essentiels que peut jouer l'aide publique au développement, c'est, d'aider, les pays eux-mêmes à développer, leur boîte à outils, d'instruments possibles de politique, économique, sociale, financière, dans tous les domaines. Parce que, pour montrer l'efficacité d'une politique, il faut d'abord l'essayer, et tout malheureusement ne fonctionne pas, mais c'est normal. Ça, c'est vrai partout, hein. C'est vrai pour les entreprises privées, c'est vrai pour les gouvernements des pays riches, c'est vrai pour les gouvernements des pays moins riches. Et donc une des choses qu'il faut faire, c'est, pour favoriser l'innovation et donc l'utilisation meilleure, de budgets qui sont de plus en plus, réduits, c'est d'expérimenter, de tirer les leçons et ensuite de généraliser ce qui marche, et encore plus dur, d'abandonner ce qui marche pas. Et le FEED est un instrument, essentiel de cette, dans cet, effort, parce qu'en fait, il permet à, des acteurs, locaux ou internationaux de proposer, soit le développement, soit l'évaluation, scientifique et rigoureuse, d'innovation dans le domaine, social, ou d'ailleurs d'innovation, technologique, peut pouvoir justement, permettre de passer à l'échelle, ce qui fonctionne.
Et ces innovations peuvent circuler d'un pays à l'autre. Il y a d'ailleurs des exemples Et ça précis et permet concrets, justement, par exemple dans l'éducation. ça permet à ces innovations, d'une part, de se développer dans les pays où ils ont été mis en place, mais encore plus important, de circuler dans d'autres pays. Donc, un exemple, par exemple, un exemple dans lequel le FID a été impliqué, c'est un programme d'accompagnement des élèves. Je le disais, de plus en plus d'enfants sont scolarisés, mais la qualité de l'éducation a eu un petit peu plus de mal à suivre. Et aujourd'hui, les apprentissages sont encore très, très liés aux revenus des pays, où les pays pauvres ont du mal à avoir une éducation de qualité, alors même qu'il y a de très forts investissements en infrastructure pour permettre un accès plus généralisé à l'éducation. Donc, il y a une organisation indienne qui s'appelle Pratham, qui a développé maintenant, il y a de ça plus de 20 ans, une approche qui s'appelle Teaching at the Right Level, enseigner au bon niveau, qui consiste à abandonner disons, à supplémenter des cursus qui sont souvent beaucoup, beaucoup trop ambitieux pour les enfants par les activités qui leur conviennent au niveau où ils sont. Et donc, ce projet-là, il a montré son efficacité d'abord en Inde. Et puis, Pratham œuvrait à la généralisation du projet dans d'autres pays, et en particulier dans de nombreux pays africains. Et un de ces pays est la Côte d'Ivoire, où les enseignements, où les apprentissages sont particulièrement faibles au regard des investissements et du PIB de la Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement est très intéressé de voir comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement. Et d'ailleurs, a été accompagné dans cet effort par l'AFD. Et donc, Pratham et Teaching at the Right Level ont commencé à intervenir en Côte d'Ivoire, à expérimenter le modèle avec le soutien du FID, qui a financé ces expérimentations d'adaptation du modèle efficace en Inde au contexte ivoirien. Et une fois que ces succès ont été manifestes, une fois qu'ils ont montré que le projet était toujours efficace en Côte d'Ivoire et que la formule était bien rodée, ça a permis la généralisation aujourd'hui à l'ensemble des écoles primaires de Côte d'Ivoire. Mais c'est un point qui est, je trouve, intéressant parce qu'on peut avoir des difficultés dans l'éducation si on investit uniquement dans l'infrastructure, par exemple, ou le recrutement. Les apprentissages ne sont pas nécessairement au niveau, mais d'autres interventions, là aussi, s'appuyant sur la politique de développement, permettent d'en améliorer la qualité. Et donc, on voit un rôle spécifique là du financement international, non pas pour financer l'intégralité de la politique ivoirienne, par exemple, d'éducation, mais pour en améliorer la qualité. Donc ça, c'est un exemple intéressant dans le domaine de l'éducation. Peut-être on pourrait évoquer aussi des exemples dans d'autres types de secteurs ou d'interventions, et notamment, je crois que vous vouliez parler d'un projet au Sénégal. Oui, un des gros sujets pour de nombreux pays africains, c'est la capacité de mobiliser des ressources fiscales. Ça a toujours été un sujet parce que les ressources fiscales vis-à-vis du PIB sont faibles en comparaison par exemple, de ce que les pays plus riches arrivent à développer. Donc, sur la moyenne, sur l'Afrique, c'est autour de 25% du PIB, alors qu'en France, on arrive à quasiment la moitié, de quasiment 50%. Oui, c'est parfois même 10 à 15% dans certains pays. Certains pays, c'est encore moins. Les situations les plus défavorables. Parce que paradoxalement, il faut de l'argent pour lever de l'argent, c'est-à-dire il faut un cadre d'employés formés qui sont capables de collecter et de vérifier l'administration à la fois efficace et juste de l'impôt. Au Sénégal, il y avait un intérêt important du gouvernement de voir s'il pouvait administrer mieux en particulier la taxe foncière, qui est une grosse source de financement. Et en particulier dans la ville de Dakar, où il y a une forte transformation du bâti. Souvent, l'assiette fiscale ne correspond plus à la réalité du bâti. Donc, quelqu'un avait par exemple une toute petite maison qui est devenue un immeuble de 4 étages avec 2 boutiques et il paye encore les impôts pour la toute petite maison qu'ils avaient avant. Donc il y a un effort on retrouve d'ailleurs dans de nombreux pays de modernisation du cadastre pour que la réalité physique corresponde à la base, à l'assiette fiscale. Et il y a eu un projet qui a été fait en collaboration avec la ville de Dakar et une équipe de chercheurs à la Paris School of Economics avec le financement du FID,
qui a permis d'équiper les agents du fisc avec un outil digital, un cadastre donc digitalisé qui leur permettait de vérifier très rapidement les propriétés, la conformité des propriétés avec la réalité physique et de faire en sorte de pouvoir lever plus d'argent. Et est-ce que ça a marché alors? Ça a marché très bien. Donc ça a conduit à une augmentation de la conformité et à une augmentation des ressources fiscales d'autour de 20%, si je me souviens bien. Et la ville de Dakar était contente, évidemment, et le ministère des Finances aujourd'hui voudrait généraliser ce processus à d'autres villes du Sénégal, alors, en fait à l'ensemble du Sénégal. Et ça se fait avec le soutien de l'Union européenne. Donc ça a permis de faire entrer d'autres bailleurs dans cet effort. Évidemment, permettre au Sénégal de lever plus d'argent, ça permet au Sénégal de s'affranchir encore un peu plus de l'aide publique au développement. Voilà, la finalité n'est pas uniquement de lever plus d'argent, mais aussi que le Sénégal puisse se financer davantage par lui-même. Peut-être, est-ce que vous voulez partager un message de conclusion ou un mot de la fin après ces exemples, donc à la fois plus macro et puis des exemples très concrets issus du portefeuille du FID? Quel serait le message que vous souhaiteriez partager? Je crois qu'il est très très important aujourd'hui de pas se décourager dans un contexte où il y a de fortes critiques de l'aide publique en développement. Ces critiques peuvent venir en gros de deux directions. Une direction, c'est de dire finalement, ce qui se passe au Sénégal, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, on est en France et on ne s'intéresse qu'aux Français. Et ça, je pense que la très très grande majorité des Français ne souscrivent pas à cette manière de penser. Et d'ailleurs, je crois on le retrouve dans les sondages d'opinion, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, où il y a une très forte reconnaissance d'un devoir de solidarité et de fraternité qui ne s'arrête pas à nos frontières. La deuxième chose, c'est, même si on est reconnaissant de ça, c'est de se dire « Ah oui, mais tout ça, ça sert à rien, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et ce projet ne sert à rien ». Et là, je crois que c'est très important d'être un petit peu plus optimiste, c'est de dire non, en réalité, l'aide, même si elle n'est qu'une partie faible du budget des pays les plus pauvres, même les pays les plus pauvres lèvent la grande majorité de leurs propres fonds. Donc, mais l'aide peut quand même jouer un rôle catalytique et essentiellement irremplaçable dans certaines circonstances, comme justement la génération de ces savoirs qui ensuite s'étend au reste du monde, ainsi que le soutien dans des circonstances très très difficiles pour certains pays. Et donc il ne faut pas se décourager, et il faut continuer à démontrer justement l'importance que peut avoir l'aide publique au développement aujourd'hui. Merci beaucoup Esther Duflo. Donc si vous voulez en savoir plus à la fois sur l'AFD et le FID, vous pouvez retrouver à travers le compte Savoir AFD et le compte du FID sur des comptes sociaux tels que LinkedIn, ou bien également ce type de vidéos sur YouTube. Vous trouverez sur l'écran les manières pour vous abonner. Voilà, merci beaucoup Esther Duflo. Merci.